Bienvenue à tous à cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. Le président angolais Joao Lourenço, mandaté par l'Union africaine pour la médiation dans la crise entre Kigali et Kinshasa, s'est entretenu au téléphone successivement avec les présidents Félix Tshisekedi de la RDC mercredi et jeudi avec Paul Kagame du Rwanda. Ces appels téléphoniques visaient à discuter de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Rappelons que ces échanges interviennent après la signature le 25 novembre à Luanda d'un concept d'opération par les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda, un plan élaboré sous la médiation de Joao Lourenço qui fixe les modalités des efforts conjoints pour neutraliser les FDLR et engager un désengagement des forces rwandaises. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce vendredi à Kalemi, dans la province du Tanganyika, la 24e réunion du Conseil des ministres du gouvernement pour la revue hebdomadaire des dossiers importants du pays. Le Conseil a passé en revue la situation sécuritaire et humanitaire sur toute l'étendue du territoire national. D'autres points ont été également passés en revue, notamment l'ajustement du salaire minimum interprofessionnel SMIG, ainsi que les actions prioritaires mises en place pour la correction des irrégularités constatées dans le fichier de la paie des enseignants. Nous y reviendrons. Le président de la République a remis ce vendredi 29 novembre de manière symbolique 62 jeeps de marque Land Cruiser et Toyota Fortuner au vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui les a remis à la police de 4 provinces issues du Grand Katanga, ainsi qu'aux administrateurs des territoires du Grand Katanga. Ces engins roulants vont faciliter la mobilité à la police de ces provinces afin de remplir leur mission avec professionnalisme, celle de protéger les personnes et leurs biens, suivait le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Quelque peu une satisfaction parce que à la prise de fonction, on avait promis à toute notre administration, tous nos services, que nous allons faire un effort pour renforcer leur capacité de gouvernance et de gestion de leurs services. Il était dans cela question aussi de leur mobilité pour la police et pour les différents services. Ici, sous l'instruction du président de la République, aujourd'hui, nous venons de remettre symboliquement dans la province du Tanganyika 10 véhicules pour la police et un véhicule pour chaque territoire. Mais il faut savoir que le dispatching s'est fait de la même manière pour les provinces du Haut-Katanga, du Lualaba et du Haut-Lomami, c'est-à-dire l'ancien Grand Katanga. Chaque province a reçu 10 véhicules pour la police et chaque territoire de ces provinces a reçu un véhicule pour l'administrateur du territoire, parce que nos administrateurs de territoire ont l'obligation de faire l'itinérance dans chacune de leurs provinces et se rassurer de la bonne gouvernance, de la sécurité de nos populations, et ces véhicules vont leur aider à faire ce travail. Donc pour nous, c'est une satisfaction et les instructions du président ont été exécutées selon ce. Prison centrale de Kalemi dans la province du Tanganyika. Le ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux, Maître Constant Moutamba, fait un don de plus de 300 matelas aux prisonniers. Ceci s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des détenus dans les maisons carcérales. Suivez. Le ministre d'État en charge de la Justice et garde de Sceaux, Maître Constant Moutamba, s'est rendu le jeudi 28 novembre 2024 à la prison centrale de Kalemi pour une visite d'inspection qui a été marquée par la remise de plus de 300 mousses aux détenus, témoignant de l'engagement du gouvernement en faveur de l'amélioration des conditions de vie dans les établissements pénitentiaires. Lors de cette visite, le ministre d'État de la Justice a souligné l'importance que le chef de l'État accorde à la réforme du système pénitentiaire. L'objectif premier, désengorger les prisons et garantir des conditions de détenus dignes et humaines. Les prisonniers, visiblement émus par cette attention particulière, ont exprimé leur immense joie et gratitude pour cette action du gouvernement.
Toutefois, il a été précisé qu'aucune libération ou octroi des libertés conditionnelles n'a eu lieu à l'occasion de cette visite. En parallèle, une commission spéciale composée de l'ANR, de la DEMIAP, du chef de la division justice, du directeur de la prison et des magistrats a été mise en place. Cette équipe se penchera sur l'examen des dossiers des détenus pouvant bénéficier de la liberté conditionnelle dans un futur proche. Parlons du forum Mid-Days de Tanger au Maroc où le Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a donné jeudi le coup d'envoi du panel intitulé Invest in DRC. À cette occasion, elle a affirmé avec détermination que la RDC s'engage dans un processus de réforme majeure visant à améliorer le climat des affaires. Cette volonté affichée marque un tournant décisif pour un pays qui regorge beaucoup de ressources et d'opportunités. Reportage Gisèle Toko. Judith Suminwa Tuluka a mis en lumière les multiples secteurs dans lesquels la RDC offre des réelles possibilités d'investissement. De l'électricité à l'agriculture, en passant par les infrastructures, l'industrie, le numérique et le tourisme, le pays dispose d'un potentiel sans précédent. Cette diversité d'opportunités fait de la RDC un terreau fertile pour les entrepreneurs cherchant à explorer de nouveaux marchés. Avec environ 60% de sa population représentant une jeunesse vibrante et dynamique, la RDC se positionne comme un acteur clé sur le continent africain. La chef du gouvernement a souligné que cette main-d'œuvre abondante constitue un atout indéniable pour les investisseurs, leur offrant une base solide pour développer des entreprises innovantes et durables. Les discours de la première ministre a également abordé la question de l'environnement politique en RDC, qui est devenu plus stable grâce à des réformes prometteuses. Cette évolution positive renforce l'attractivité du pays, créant ainsi un climat propice à l'investissement. Les leaders mondiaux doivent prendre note de cet avancement significatif pour envisager des partenariats fructueux, a estimé Judith Suminwa. Stratégiquement située au cœur de l'Afrique, la RDC offre un marché potentiel de 250 millions de consommateurs, facilitant l'accès à d'autres marchés régionaux. Judith Suminwa a évoqué l'importance des accords comme l'AGOA, qui positionne la RDC comme un hub commercial de choix, prête à attirer des investisseurs en quête de croissance. Le Premier ministre a aussi relevé des efforts déployés par le président de la République pour mettre en place des mécanismes de protection juridique destinés à sécuriser les investissements en RDC. Ces mesures visent à bâtir une confiance durable entre l'État et les investisseurs, garantissant ainsi un partenariat robuste et avantageux. La République démocratique du Congo est le deuxième pays d'Afrique par sa superficie, avec 2 345 410 km², soit l'équivalent de la superficie de l'Union européenne. Notre population est composée de 60% de jeunes. Située au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo est entourée de 9 pays voisins, offrant ainsi un accès à un marché de plus de 250 millions de consommateurs dans la région. Dans son allocution, Judith Suminwa Tuluka a lancé un appel clair aux investisseurs internationaux afin qu'ils considèrent la RDC comme une destination privilégiée pour leurs projets. Nous vous invitons donc à venir investir en République démocratique du Congo et à établir avec nous des partenariats gagnant-gagnant. Nous sommes déterminés à vous accompagner par le biais de garanties juridiques solides afin que vos investissements soient non seulement implantés dans notre pays, mais aussi fructueux dans les meilleurs délais. Le Premier ministre a par ailleurs effectué une visite marquante au stand consacré à la République démocratique du Congo, animé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, installée au Palais des Arts et de la Culture des Tanger, qui accueille actuellement le forum. Lors de cet échange dynamique avec des investisseurs potentiels, elle a souligné l'importance de l'engagement mutuel et des opportunités prometteuses pour renforcer les collaborations entre la RDC et les mondes des affaires. En marge de son séjour officiel au Caire au Maroc, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a été invité par son homologue égyptien, le docteur Hanafi Gwebali, à découvrir à travers une visite guidée les prouesses accomplies par le gouvernement égyptien sous le leadership du président Abdel Fattah al-Sisi en construisant en un temps record une nouvelle capitale administrative dont la première phase s'étale sur 40 000 hectares et qui va bientôt
s'agrandir de 40 000 autres hectares. Suivez ce reportage. En marge de son séjour officiel au Caire, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a été invité par son homologue égyptien, le docteur Hanafi Gebali, à découvrir à travers une visite guidée la prouesse accomplie par le gouvernement égyptien sous le leadership du président Abdel Fattah al-Sisi, en construisant dans un temps record une nouvelle capitale administrative dont la première phase s'étale sur 40 000 hectares et qui va bientôt s'agrandir de 40 000 autres hectares. Le professeur Vital Kamerhe, avec la délégation qui l'accompagne, dont le rapporteur Jacques Joly, a été accueilli par Khaled Mahmoud Abbas, directeur général de l'entreprise publique en charge de la construction et de la gestion de tous les patrimoines de cette nouvelle capitale administrative. Au cours d'une brève réunion, avant de procéder à la visite guidée, Khaled Mahmoud Abbas a fait une présentation de ce gigantesque projet qui a coûté au gouvernement égyptien 60 milliards d'euros et qui a résolu le problème de désengorgement de l'ancienne capitale administrative et sa surpopulation évaluée aujourd'hui à 20 millions d'habitants. Situé à une cinquantaine de kilomètres de l'ancienne capitale, ce projet pharaonique offre à l'Égypte une nouvelle ville verte et moderne dans les déserts, abritant les sièges de toutes les institutions, dont la présidence de la République, la Chambre des représentants, des bâtiments abritant des ministères, des banques, plusieurs universités internationales, des écoles, des complexes médicaux, une bibliothèque de 5 millions de livres et un village olympique avec un complexe de 80 000 places, pour ne citer que cela. Nous allons faciliter qu'il y ait vraiment un accord entre l'Égypte et la République démocratique du Congo dans ce domaine pour venir nous aider à assainir et à construire des grandes villes. Nous sommes vraiment convaincus que vous allez nous aider. Je sais que le ministre de l'Urbanisme, Christian Badou, a séjourné par ici. Je crois que l'Égypte et la République démocratique du Congo peuvent aussi se mettre ensemble, booster l'Afrique sérieusement. Le président de l'Assemblée nationale a fait la ronde des grandes places de cette cité qui n'a rien à envier à l'Occident et qui reçoit déjà plus de 50 000 travailleurs, 15 000 étudiants et 6 000 élèves. Et puis, les états généraux du portefeuille se tiendront du 9 au 14 décembre au centre financier de Kinshasa. Il serait question de poser le vrai diagnostic en examinant les maux dont souffrent les entreprises du portefeuille de l'État. La réflexion va tourner autour du thème « Faire du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la République démocratique du Congo ». C'est pour des réformes en profondeur en vue d'une gestion transparente axée sur les résultats. Le point avec Gisèle Toko. Il sera question au cours des états généraux du portefeuille qui se tiendront du 9 au 14 décembre 2024 au centre financier de Kinshasa de poser le vrai diagnostic en examinant le mot dont souffrent les entreprises du portefeuille de l'État. Est-ce le mal de gouvernance? Est-ce le problème de gestion, de vision stratégique? Est-ce le mal du déficit de l'intervention de l'État? Est-ce le mal de cohérence de politique? Est-ce le mal du profit des mandataires? Est-ce le problème de motivation des mandataires, des recrutements du personnel, du surendettement des entreprises? S'interroge le ministre Jean-Lucien Boussa, qui rassure que tous ces mots seront passés en revue et les vraies réponses vont permettre de changer des paradigmes. 4 ans après les derniers états généraux, 16 ans après la réforme de 2008, pour se poser des bonnes questions et se donner de nouvelles directions. Parlons de l'organisation pratique de ces assises. Le patron du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, enseigne qu'il est prévu 6 panels à travers lesquels des éminents professeurs, des experts nationaux, dont des mandateurs et des acteurs de la société civile vont donner leur contribution sur les différentes thématiques. Il en est de même pour des experts du monde qui vont partager leurs expériences réussies dans la gestion du portefeuille. La réflexion va tourner autour du thème « Faire du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la République démocratique du Congo ». Ce, pour des réformes en profondeur en vue d'une gestion transparente axée sur les résultats. Ce qui va certainement rendre des entreprises du portefeuille plus performantes et accroître efficacement leur contribution au budget de l'État. En clair,
Le portefeuille doit servir de moteur de création d'emplois et de richesses. Telle est d'ailleurs la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui voudrait sentir l'impact des entreprises du portefeuille sur l'amélioration de l'économie et du social des Congolais. D'emblée, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa Tongba, a énuméré les missions accomplies par les entreprises du portefeuille de l'État sous d'autres cieux. Elles jouent un rôle important dans l'économie d'un pays. Elles sont un vecteur de croissance de l'économie, contribuent au PIB, au budget de l'État, participent à la création de l'emploi. Elles produisent des biens et services destinés à la consommation à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Ces entreprises du portefeuille de l'État ont une mission de service public, rappelle le ministre Jean-Lucien Boussa. Voilà les genres d'entreprises performantes dont la République démocratique du Congo a besoin, a-t-il dit. Le ministre Jean-Lucien Boussa reste persuadé que de ces états généraux sortiront des recommandations compatibles aux problèmes de ces entreprises, de sorte qu'après ces travaux, l'on fixe le cap et la définir une feuille de route. Dans un autre registre, les membres de la structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, Interface MLC Chouapa, bénéficient d'une formation de 2 jours sur l'idéologie du MLC. Cette formation de mise à niveau vise à aider les apprenants à acquérir les compétences et connaissances suffisantes liées au fonctionnement du parti de la fourmi. Georges Ali Bengue était là pour le compte de ce CTV Radic. L'interface MLC Chouapa, structure spécialisée du parti de la fourmi que préside Richard Lokota, a ouvert ce vendredi 29 novembre 2024 une formation axée sur l'idéologie du mouvement de libération du Congo en faveur des membres de cette ASBEL. Une formation dispensée par le secrétaire national en charge de la formation, idéologie et mobilisation, Désiré Mbonzi Wambonzi. Occasion pour Richard Lokota, président de cette structure spécialisée du MLC, de revenir sur les modalités et les avantages de cet apprentissage. Nous avons eu l'honneur d'organiser nous-mêmes la formation sur l'idéologie du MLC pour les membres de l'interface MLC Chouapa à Kinshasa. Comme vous le savez, Chouapa a 6 territoires. Lefale, Bwende, Djolu, Bokungu, Ikela et Monkoto. Et les ressortissants de ces 6 territoires, membres d'IMNC vivant à Kinshasa, sont regroupés au sein de l'interface MNC. Comme nous avons l'habitude de l'appeler interface MNC Chouapa. Et c'est moi qui préside cela. Nous avons des réunions, nous avons des rencontres. Et je me suis dit que nous devons armer les membres. Les armer par rapport à l'idéologie. Qui sachent bien l'idéologie du parti. Débuté ce vendredi 29 novembre 2024, cette formation, centrée sur l'idéologie du mouvement de libération du Congo, va clôturer ses travaux le samedi 30 novembre 2024 avec comme objectif d'aider les apprenants à acquérir compétences et connaissances suffisantes relatives à ce parti politique cher au chairman Jean-Pierre Bemba afin d'être à la hauteur des services qu'ils doivent rendre au sein de ce parti politique. L'élu de Mongafula, le député provincial Jack Mabaya, s'est rendu au quartier Matadi Kibala dans la commune de Mongafula où s'est produit un grave accident de circulation. Jack Mabaya a ensuite visité les accidentés pour se rendre compte de l'évolution de leurs états de santé. Autre détail dans ce reportage signé une fois de plus Georges Libengue. Le député provincial élu de la commune de Mongafula, Jack Mabaya, a effectué une descente quartier Matadi Kibala dans la commune de Mongafula où un grave accident de circulation a causé la mort de 7 personnes. C'est là pour se rendre compte de la situation sur terrain. Il était accompagné des officiers supérieurs de la police de cette municipalité, parmi lesquels le colonel Faustin Mounene et le major Faustin Oloma. De là, l'honorable Jack Mabaya s'est rendu à l'hôpital où sont internés les accidentés. C'est là pour suivre de près
l'évolution de leur état de santé. Ému de joie, un des accidentés a salué le geste posé par cet élu de Mongafula. Pour sa part, la police qui est descendue sur le lieu de l'accident a fait le constat ci-après. L'accident qui a eu lieu a causé la mort de 7 personnes à cause de la panne de frein sur le véhicule au cœur de l'accident. Et il y a des victimes vivantes. Nous avons reçu l'honorable bienvenu. Il a porté main forte sur l'assistance de ces derniers. Et le reste sera exécuté immédiatement après. Je suis le commandant de la police à Ségon. J'ai été mandaté par mon chef pour assister l'honorable à sa tournée. Mabaya, l'élu provincial de Mongafula, n'est pas allé main vide. Lors de cette visite, il a remis une enveloppe pour la prise en charge médicale des victimes de cet accident de circulation. Je vais ici à Matadikibala, suite à l'accident qui a eu lieu en début de journée sous la pluie, qui a occasionné malheureusement 7 personnes qui sont décédées. Et nous avons appris dans les heures qui ont suivi qu'il y avait encore 6 personnes rescapées, dont des enfants. Voilà pourquoi nous sommes descendus assez rapidement pour pouvoir constater d'abord les dégâts et les pertes de vies humaines que nous avons eues dans notre commune. Et nous avons aussi visité les personnes rescapées, les survivants de l'accident. Malheureusement, il y a des enfants qui allaient à l'école qui, par la grâce divine, sont encore en vie. Nous avons tant soit peu essayé de donner notre assistance pour qu'ils puissent bénéficier des soins médicaux. Et nous allons faire rapport aussi à la ville pour que la ville puisse prendre ses responsabilités. Un bienfait n'est jamais perdu. Ce geste de réconfort posé par l'élu de Mongafula a redonné le sourire à ces accidentés qui étaient abandonnés à leur triste sort. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, a totalisé 25 ans d'existence en RDC ce vendredi 29 novembre. Appelée mission de l'ONU au Congo, MONUC, à son implantation, la mission onusienne a changé d'appellation en juillet 2010 sur proposition du Conseil de sécurité de l'ONU, devenant ainsi MONUSCO. En réaction, le politique Maître Achille Kapanga, notable de Béni, d'indiquer que 25 ans c'est assez pour que les agents de la MONUSCO puissent accomplir leurs tâches telles qu'inscrites dans les textes qui les autorisent d'œuvrer au pays. Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Effectivement, ça fait 25 ans que la MONUSCO est dans notre pays. 25 ans d'âge, c'est déjà une personne majeure. Donc on peut dire que la MONUSCO est devenue majeure dans notre pays. Avant c'était la MONUC, aujourd'hui c'est la MONUSCO. On n'a pas beaucoup à dire. Le premier aspect est que nous avons constaté que la mission dans notre pays ne correspond pas aux réalités. Pourquoi? Puisque quand nous étions des petits-enfants, quand on disait que les militaires de l'ONU viennent d'entrer dans un pays, ils imposaient directement la paix. Mais chez nous, ça fait 25 ans, c'est déjà trop élastique. Donc la MONUSCO n'a pas pu jouer son rôle. De deux, tous les fonds que l'ONU met à la disposition de la MONUSCO ne profitent pas assez pour notre pays. Parce que ce soit les assurances, les gardiennages de ces gens-là sont payés à l'extérieur de notre pays. L'assurance c'est peut-être au Kenya, avant c'était Kaka Security Kenya. Donc l'RDC semble ne rien profiter de tous ces fonds-là que l'ONU verse en faveur de la MONUSCO. De deux, notre gouvernement a aussi des grands soucis. Parce qu'on a semblé mettre tout sur le dos de la MONUSCO. Que ce soit les demandes en aide pour les transports aériens, que ce soit les demandes pour le carburant. La MONUSCO semblait remplacer le pouvoir central. Alors, ces faiblesses-là ont été exploitées par la MONUSCO à tel point que la MONUSCO ne peut plus rentrer. C'est comme si vous avez un malade à qui vous donnez peut-être à manger, à boire, vous prenez soin de lui. Mais quand il va vouloir rentrer, mais quand vous allez vouloir rentrer, le malade dira, mais vous allez me laisser comment? C'est vous qui me nourrissez, c'est vous qui faites ça pour moi. Donc, la MONUSCO semblait remplacer le pouvoir central de notre pays. Voilà pourquoi je pense qu'il est grand temps que la MONUSCO comprenne que s'il y a des tensions par-ci par-là, c'est parce que le peuple a compris que la MONUSCO quelque part est accusée de trahison
Et quelque part, on l'accuse qu'ils maintiennent la paix. Comme Boutem, par exemple, il n'y a plus de MONUSCO, puisque le peuple a semblé dire que c'est la MONUSCO qui entretient les irrégularités là-bas. Mais ailleurs, comme certaines régions de Toury, on dit qu'il faut que la MONUSCO soit là. Alors, ces controverses-là n'aspirent pas confiance. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait une évaluation nette entre le pouvoir central et la MONUSCO pour se dire certaines vérités. Parlons du séjour du cardinal Fridolin Ambongo à Kigali au Rwanda, qui a suscité beaucoup de réactions et d'interrogations. Et ce vendredi, dans une vidéo, le prélat catholique a apporté des précisions sur les raisons de sa présence dans cette ville et sur les discussions menées. Pour le cardinal Ambongo, sa visite était principalement liée aux préparatifs de l'assemblée plénière de l'ensemble de l'Église catholique en Afrique, prévue pour l'année prochaine dans cette même ville. Suivez. J'étais venu ici pour la réunion du comité permanent du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, CHEA, dont je suis le président. Cette réunion qui a rassemblé tous les présidents des conférences régionales, l'Afrique est subdivisée en 8 régions, et le secrétariat, notre secrétariat qui est au Ghana, c'était justement pour évaluer la situation de l'Église en Afrique de façon globale. Nous avons procédé surtout à ce que nous appelons le paysage, l'analyse du paysage socio-pastoral en Afrique. Nous avons analysé toutes les situations ecclésiales, sécuritaires, économiques et politiques de toutes les régions d'Afrique. Naturellement, nous avons aussi analysé la situation de la région des Grands Lacs, dans laquelle nous nous retrouvons avec tous les conflits que nous vivons à l'est de notre pays. Mais un objectif principal de cette réunion à Kigali, c'était pour la préparation de l'assemblée plénière de l'ensemble de l'Église d'Afrique qui est projetée pour l'année prochaine ici à Kigali. Nous étions venus aussi avec tous les membres du comité permanent pour analyser, voir les réalités, si les conditions sont réunies pour cette réunion. À mon départ aujourd'hui de Kigali, je peux dire, tous les membres du comité permanent sont satisfaits des conditions qui nous ont été présentées et je peux affirmer que la plénière de l'année prochaine se tiendra ici à Kigali. L'autre objectif de notre réunion, c'était aussi nous encourager dans la pastorale commune que nous faisons. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation Lubero à travers un atelier jeudi avec les autorités étatiques et sécuritaires aux côtés de plusieurs responsables des composantes de la société civile de Butembo a sensibilisé les différentes couches de la population de la ville sur les activités du projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de la RDC dans le but d'appeler la communauté à s'approprier le projet Star Est. Suivez à ce sujet le chef de service développement et de partenariat dans le PDDRC, Joseph Malikidogo, au micro de notre correspondant Joël Kaman. C'est une restitution que nous avons alors organisée. Et les restitutions continuent, elles sont animées au niveau de Lubero Centre. Aujourd'hui, c'était le tour de Butembo. Nous sommes en train d'organiser cette restitution dans bien d'autres localités du territoire de Lubero. Et ça va même poursuivre au niveau même des communes, au niveau du secteur de Mangurejipa, ainsi de suite. C'est dans les soucis d'amener les communautés de l'antenne du territoire de Lubero, antenne qui est chapeautée par le chef d'antenne Katembo Massinda Eric. C'est dans le souci de renforcer les capacités des communautés sur les enjeux développementaux qui sont animés par le projet Star Est. Personnellement, je l'ai toujours dit, les participants, ce sont des députés de toutes les structures
de provenance. Et donc, d'ailleurs, les participants à cet atelier, ils ont formulé la recommandation selon laquelle il faut restituer dans les structures de provenance. C'est la même recommandation que je réitère. Lutte contre l'insécurité dans la capitale Kinshasa. 25 présumés bandits urbains, communément appelés Kuluna, ont été arrêtés par les éléments de la police dans la commune de Ngalima. Regardez. C'est lors d'une opération spéciale menée par les éléments de la police au quartier Lupunga City, Kimbwala et Bideda, de la commune de Ngalima, que ces 25 présumés bandits urbains ont été appréhendés. Dans les lots, des voleurs de motos. Les victimes témoignent. L'église, ils sont 3 heures. Téléphone. Bayibina moto o babibilo balongo contact ezalaki te bakati ya fiche bakina ngo kalanga ko kalanga zwanga $20 na 10,000 francs ko mibale ya ucho kalinga zala na kamara na ngai bazala 4 basunga $30 na bima bato ya mama biso mtabotela nga saki za kamara ne C4 mais za tite bango nyonso yenda bimisa machette ka juste na station mu bivana na ba ole kamwe balo basusu ezate bakoma otango bakise msona venia ya bar evasion chantier mo ezana meda baktola bakoti na msona 4 milinga na yalo bike yena na mwana mo bazaki na ye Joël bando violé ngai bango mibale ba violé camarade na ngai na fuka mina banzolela na yebisinga yo zo continuer ka na ngai to ba liboso na tika yo so deuxième fois ndesko ye adono C4 to tika ye akende to sa charger kaka na moko ko dinga na bimi na banzo ko ya batika na camarade na nga ba les alliés ba banzo saka na ye na tina termis sangu na yo benga ba solende ba tokuta ba konjira sa musala bango za besoin de l'on na ba zo sanga de l'on. Des réflexions profondes doivent être faites par les autorités pour éradiquer ce banditisme urbain communément appelé Kuluna qui inquiète la population. Et voilà, c'est la fin de cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. Merci de votre attention soutenue.